Gilles. Bonjour Nelly. Comment vas-tu? Très bien. Est-ce que tu as ton ticket? Toujours. Merci, je t'en prie. Rejoins le wagon du roller coaster. J'ai vu que tu avais de très belles chaussettes. T'as vu ça? Je me suis assorti. Alors dis-moi tout, est-ce que tu es un adepte des montagnes russes? Non, pas du tout. Mais alors, vraiment, c'est une grande trouille pour moi et j'essaye d'éviter. Maintenant que mes filles sont grandes, elles ne m'obligent plus à aller dedans, donc c'est plutôt pas mal. Mais non, j'ai vraiment une trouille bleue. J'ai des souvenirs, je me souviens, c'était à Europa Park, je crois, où je crois que je les ai fait bien rire tellement j'étais terrifié. Mais alors, j'adore les fêtes foraines, mais plus pour manger voilà. C'est plus la formule nourriture que roller coaster. Voilà. Mais finalement, la vie d'entrepreneur est un roller coaster. Donc concrètement, c'est le moins qu'on puisse dire. Voilà. Je suis bien d'accord avec toi, absolument, tout à fait. Donc j'ai reçu ton dessin. On va démarrer déjà par te présenter. Si tu peux nous en dire plus sur qui est Gilles. Alors, donc, je suis Gilles Attaf, je suis le président de la certification Origine France Garantie aujourd'hui, également cofondateur des Forces françaises de l'industrie, et puis entrepreneur depuis toujours. Rien que ça. Oui. Alors, on démarre en 1983. Le chemin commence, le parcours commence. Ouais, il commence mal. Dans le sens où je suis obligé de rentrer dans la vie active assez vite parce que moi j'ai 19 ans. En fait, c'était en 82 exactement, 82-83, donc moi, je suis né en 63. Et donc, oui, mon papa décède prématurément. Et donc, je me retrouve un peu... tout de suite lancé dans le grand bain de l'atelier familial parce que ma maman il travaillait avec mon père et il a fallu que je prenne les rênes de ce petit atelier parisien qui fabriquait des pantalons. Mon père était historiquement culottier, il a commencé à travailler à la machine à 14 ans, il a repris l'atelier de son patron, il avait 20 ans et donc il avait une quinzaine de personnes et j'ai repris cet atelier familial en plein cœur de Paris pour mes 19 ans, mais je me suis toujours senti prêt pour travailler dans l'habillement, dans le textile. C'est toujours quelque chose que j'avais en tête, sauf que ça a été un peu plus prématuré. J'aurais aimé continuer un peu plus longtemps mes études. À l'époque, je faisais aussi du sport de haut niveau, donc j'avais une carrière qui était plutôt remplie à ce niveau-là, et donc il a fallu que je mette un terme, en tout cas, à mes ambitions au niveau de mes études. Et finalement, donc, le fait de reprendre cette activité, donc propulsée dans l'entrepreneuriat très jeune, les codes, tu les as appris, j'imagine, historiquement par feu ton père. La transmission, ça a été, tu t'es retrouvé face à une équipe, à un métier. Oui, puis il y a de la production pure, hein, parce qu'on était sur un savoir-faire. Enfin, c'est vraiment, j'étais au cœur de la fabrication. Moi, en fait, moi, ce que j'aime, c'est la production, et on aura l'occasion d'en parler après. Oui. Produire, pour moi, c'est ce qu'il y a de plus beau. Et donc, moi, j'ai toujours été baigné dans l'atelier familial quand j'étais petit. Donc, j'ai toujours baigné dans cet environnement productif qu'on a hélas oublié aujourd'hui. Mais pour moi, c'est un endroit formidable, un endroit où on produit. Donc en fait, je me suis toujours très bien senti dans des lieux de production. Donc j'ai eu la chance d'être bien aidé par des collaborateurs, effectivement, qui m'ont appris le métier, qui m'ont beaucoup aidé. Et puis ma maman qui s'occupait quand même de toute la partie administrative de la société. Donc ça a été pour moi relativement... Alors dur parce que succéder à mon père qui était une figure, qui était quelqu'un qui était très respecté et qui avait une vraie expertise, un vrai savoir-faire, c'était pas simple. Mais à côté de ça, j'ai été vraiment bien aidé, bien soutenu par des personnes absolument formidables. Oui, c'est ça aussi, c'est l'entraide qui a dû émerger d'un moment difficile à gérer. Ouais. Et, une sacrée autonomie à apprendre rapidement, en fait. Ouais, tout à fait. C'est-à-dire que ça va un peu vite, et quand ça va un peu vite, on a tendance peut-être des fois à pas prendre toujours les bonnes décisions. Donc ça, c'est vrai que c'était un peu... objectivement, avec le recul aujourd'hui, c'est sûr que c'est un manque, ce manque d'expertise que je pouvais avoir. Mais finalement, tu as appris sur le tas. Ah, j'ai appris complètement sur le tas, puisque il a fallu y aller, il a fallu travailler, il a fallu que ça fonctionne. Et donc, j'ai essayé de faire de mon mieux et de faire perdurer cet atelier aussi longtemps que j'ai pu, parce qu'hélas, ça n'a pas été le cas, puisque à un moment, je travaillais pour des grands donneurs d'ordre, en fait.
Et à un moment, j'ai eu une ouverture, j'ai ouvert mon capital, enfin, si on peut appeler un capital, mais enfin, en tout cas, les actions de la société à l'époque, à un donneur d'ordre avec lequel j'ai eu des difficultés et qui a délocalisé la production alors que c'était mon plus gros client. Et donc, du coup, je me suis retrouvé en dépôt de bilan en 93. D'accord, donc c'est là où on voit la montée et la chute. descente. Quoi. Là, Ouais, c'est le vrai. ouais. Ouais, c'est drôle d'ailleurs de voir ça de loin comme ça, mais en fait c'est vrai que c'était assez vertigineux hein, parce qu'en plus je m'attendais pas du tout à ça. Et quand vous avez la lourdeur d'avoir eu la chance de reprendre un outil avec des personnes derrière auxquelles j'étais très très lié, avec qui j'avais des rapports très paternalistes. C'est pas simple à gérer psychologiquement, c'est même super dur. Mais ce qui est étonnant aujourd'hui, c'est que j'en revois encore de l'époque qui m'appellent encore mon patron, c'était drôle, et on a gardé enfin, il y a pas eu, j'ai pas eu de problème avec eux, mais c'était pour moi plutôt à titre personnel que ça a été dur à gérer. Mais c'est vrai que cette relation que j'avais créée, ça m'a beaucoup heurté d'être obligé de fermer cet outil. Et je pense que tout mon engagement d'aujourd'hui, l'engagement que je peux avoir autour de la production, des emplois, des savoir-faire, elle vient vraiment de ce traumatisme que j'ai pu avoir à l'époque de la fermeture de cet outil de production. Et du coup, cet outil de production qui s'est retrouvé fermé, comment, à cet âge-là, avec toute l'histoire familiale derrière, comment tu as réussi, tu t'es fait accompagner? Parce que c'est toujours des moments difficiles d'entrepreneur finalement, les dépôts de bilan. Quel a été toi le processus que tu as suivi à ce moment-là? Alors en fait, j'ai eu la chance quand même de pouvoir. J'avais déjà créé un écosystème avec des entreprises qui m'ont fait des propositions, notamment pour être apporteur d'affaires, des grosses usines de fabrication, notamment dans le nord de la France, avec lequel j'ai collaboré, avec qui j'ai monté des collections, avec lequel j'ai apporté une certaine expertise que j'avais de la distribution. Et donc grâce à ça, j'ai pu rebondir moi à titre personnel relativement vite. Parce que encore une fois, les écosystèmes fonctionnent. Et là, l'écosystème était assez performant pour que ça me redonne, en tout cas, de l'activité. Et puis surtout, je voulais pas partir de ce milieu de l'habillement. En fait, j'ai pris conscience. Là, on était au plein cœur des délocalisations. Hein. Il faut bien comprendre que là, on est dans les années 80-90. Là, on est le moment où on a ouvert les vannes des délocalisations. Alors là, la plus grosse explosion, ça a été l'entrée de la Chine à l'OMC en 2001, bien sûr, où là, le textile a complètement morflé. Mais déjà, on était sur les vagues de délocalisation au Maghreb, en Europe de l'Est. Et donc, moi, j'aidais beaucoup des magnifiques pépites dans le nord de la France, des outils de production fantastiques avec qui je collaborais et que j'essayais d'apporter un petit peu mon expertise sur la distribution. Donc, c'est comme ça que j'ai eu l'idée aussi après de commencer à ouvrir des magasins de détail. Et c'est là que, vous voyez, en 95, j'ai commencé à ouvrir un premier magasin à Paris de distribution parce qu'en fait, ça a été pour moi, je dirais, une belle leçon. Il faut toujours maîtriser sa distribution. Et donc je me suis dit, si on veut être sûr de maîtriser sa distribution, le mieux c'est d'avoir son propre circuit de distribution. Donc c'est comme ça que j'ai commencé à ouvrir des magasins, donc un premier à Paris, un deuxième à Strasbourg. Et puis que je me suis associé avec une unité de production à Limoges. En fait, j'ai eu un coup de cœur pour cette unité de production, hein, avec lequel j'ai travaillé pendant plus de 20 ans, qui s'appelait France Confection, qui avait été repris par des ouvrières et par en fait le directeur du site avait subi 3 dépôts de bilan consécutifs et il en avait marre d'avoir des actionnaires qui prenaient des décisions qui allaient à l'encontre des intérêts des employés et donc du coup il m'a demandé de le rejoindre après avoir repris avec une trentaine d'ouvrières et d'être reparti de zéro hein, puisque l'usine était en liquidation et donc il est reparti avec une trentaine d'ouvrières. Il avait une expertise fantastique et un savoir-faire incroyable sur la production de costumes, puisque c'était une société qui fabriquait des vestes et des pantalons, des costumes pour hommes, hein, une fabrication d'hommes très technique. La fabrication du vêtement d'homme est une fabrication très technique. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'aujourd'hui, hélas, il n'y en a plus du tout. Et donc, il m'a demandé de l'aider, de venir justement pour développer commercialement l'unité de production qui à l'époque était très très lié à ce qu'on appelle le vêtement d'image.
Oui. C'est-à-dire que c'était une unité de production qui travaillait beaucoup pour la SNCF, la RATP, la Poste, Air France, les uniformes d'Air France, en sous-traitance, pas en direct avec Air France, mais en sous-traitance avec d'autres donneurs d'ordre. Et moi, j'avais déjà la conviction que ces marchés-là allaient être délocalisés aussi, comme toutes les productions, et que si on voulait garder les emplois de cette formidable outil et ce savoir-faire qui était absolument incroyable, il fallait qu'on maîtrise notre distribution. Donc, entre 95 et 2000, j'ai vraiment œuvré pour essayer de trouver un circuit qui nous permette d'une part de faire perdurer cet outil de production, mais de le développer, de garder ses savoir-faire. Et moi, j'avais la chance à l'époque de connaître une marque qui s'appelait Smuggler, qui était une marque emblématique parisienne qui fabriquait du costume, qui vendait du costume en région parisienne, haut de gamme, avec un positionnement très malin, qui était entre le luxe et enfin un peu plus haut que moyenne gamme, mais c'était en fait une marque qui avait une vraie identité. Et comme j'ai appris qu'elle était à vendre, enfin le patron à l'époque m'a dit qu'il voulait la vendre après l'avoir exploité pendant 20 ans. Il pensait être arrivé un peu au bout de son sujet. Je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Parce que si on arrive à verticaliser, c'est-à-dire à retrouver de la compétitivité en produisant et en vendant directement, en éliminant les intermédiaires, parce que historiquement, il faut savoir qu'on était un métier bourré d'intermédiaires avec des fabricants, des grossistes, des détaillants, avec des marges en cascade, qui faisait que la compétitivité, on allait la chercher en allant produire le plus loin possible. Et puis chacun prenait sa marge. Et donc cette idée qu'on a eue à l'époque, c'était de dire on va produire dans notre unité de production. Et donc il faut qu'on ait notre circuit de distribution. Et donc on a cherché à racheter la marque Smuggler. Alors il faut savoir que ni moi ni mon associé de l'époque avions aucun moyen pour le faire, parce que financièrement, moi j'étais plus que exsangue et lui aussi, puisqu'il était issu d'un milieu tout à fait normal, en tout cas pas entrepreneurial, qui n'avait pas la capacité. Donc pendant un an et demi, on a œuvré à chercher des investisseurs pour pouvoir racheter la marque. C'est long, 1 an et demi. C'est super long. Mais attention, à l'époque, on était quand même en pleine période. Moi, je vous ai des fonds d'investissement, j'en ai fait des tonnes. Et c'était, mais monsieur Attaf, l'atelier du monde sera en Chine, la France sera un pays de tertiaire. On était encore dans cette démarche-là, en pleine bulle Internet. Donc, déjà, la production, c'est pas pour nous. Le textile, alors là, n'en parlons pas. Donc c'était quand même très compliqué. Moi, j'ai claqué quelques portes de fonds d'investissement en leur disant, mais qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces formidables femmes qui savent très bien travailler, qui ont un vrai savoir-faire. Là, il y avait un vrai combat. On était en plein dans Turuk et c'est ces années où on nous a vendu la mondialisation heureuse d'une part, et puis d'autre part le fait que, encore une fois, un pays sans usine, la France sera un pays sans usine, l'atelier du monde sera en Chine, on sera un pays de tertiaire. Donc moi je lui dis, mais je me rappelle très bien quand on me racontait ça, on me disait, mais vous allez dire à une mécanicienne en confection qui monte une manche comme personne qu'il va falloir qu'elle travaille dans le secteur tertiaire, elle ne sait même pas de quoi vous lui parlez. Mais par contre, je peux vous dire qu'elle monte une manche bien mieux que tout le monde. Donc ça a été compliqué de trouver des fonds d'investissement, parce que déjà à l'époque, ils n'avaient pas cette vision du temps long, et l'industrie demande du temps long sur le retour sur investissement, c'est clair, même si là il y avait un levier de distribution. Et j'ai eu la chance à l'époque de tomber sur une personne à la Caisse des dépôts, que je salue aujourd'hui, qui s'appelle Bertrand Pénicaud, et qui m'a dit, je préfère être sur un secteur avec un leader sur un secteur en difficulté que d'être sur un secteur porteur avec quelqu'un de moyen. Et donc du coup, on a réussi à faire ce LBO en 2000. Je me rappelle, on a signé le 8 mai 2000. Donc c'est la Caisse des dépôts qui vous a fait confiance. C'est la Caisse des dépôts qui nous a fait confiance, et donc avec une structure locale de Limoges, qui était un fonds d'investissement, Limousin Participation, fonds d'investissement local qui était une extension de la Caisse des dépôts à l'époque, et avec lequel on a fait ce LBO en 2000, et où donc on a intégré donc la production à la distribution. Alors ça a été un sacré challenge, parce que c'est toujours compliqué. La distribution et la production, c'était deux mondes qui ne se comprennent pas toujours.
Et d'ailleurs, moi, j'ai essayé d'œuvrer aussi pour ça. Et c'est pour ça que tous mes vendeurs à l'époque que j'embauchais allaient faire un tour à la production. Et je leur disais, vous le produisez pas, vous le vendez. Hein. Donc allez voir comment on le produit, et puis vous comprendrez que c'est pas aussi simple que ça. Donc c'était toujours important pour moi de remettre tout. Enfin, moi, mon cursus, je dirais, mon ADN, il est surtout sur la production. Hein. C'est ça qu'il faut bien comprendre dans ma vision, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis jamais aussi bien que lorsque je vais dans des usines, et lorsque je passe mon temps dans les usines chaque semaine. Encore demain, je suis dans une usine de couteaux à Clermont. Sur le terrain. Voilà, donc je suis sur le terrain tout le temps. Donc j'aime beaucoup la production, j'adore l'odeur des usines, j'adore ce formidable endroit qui est une unité de production. Et donc on a à l'époque donc lié la production à la distribution. On avait fait un LBO avec un effet de levier qui était quand même costaud. Encore une fois, on n'avait pas de moyens, donc il a fallu faire un effet de levier. Les banques nous ont suivis. Mais l'effet de levier étant, ça a été compliqué le remboursement. On a été obligé de cristalliser la dette pendant 1 an, je crois. Et on a remboursé le LBO quand même en 2008. Donc on a réussi à aller au bout du premier LBO. Donc ça, c'était plutôt pas mal. Et entre-temps, on est passé quand on a repris, c'était 5 magasins parisiens et on est monté jusqu'à 13 magasins. En 2013, non, c'était en 2015, on devait être à une dizaine de magasins c'est ça, en 2015, on était à 13 magasins. Et donc, comment justement tu vivais cette notion de contrebalancier entre le gouvernement, enfin les idéologies de délocalisation et le fait que vous étiez complètement à contre-courant, made in France, on reste là, on produit en France à cette époque-là? Super mal, et c'est pour ça qu'aujourd'hui je dis toujours, moi j'étais un résistant avant la guerre. Parce que moi j'avais compris que la désindustrialisation c'était une catastrophe pour notre société, parce que quand vous êtes dans les territoires et dans les régions, on comprend très vite que la désindustrialisation ça va être une catastrophe. Et aujourd'hui ce qu'on paye, le délitement du lien social, l'arrêt de l'ascenseur social qui ne fonctionne plus, c'est lié à la désindustrialisation. Je te parlais d'usines tout à l'heure. Dans les usines, c'est un formidable endroit où tous les gens se côtoient. Où d'une part, on peut avoir un projet de vie, on peut avoir un projet professionnel, on peut évoluer, on peut se former, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, vous êtes dans une start-up. Si vous n'êtes pas Bac+5, déjà, moi j'ai 2 filles qui travaillent dans les start-up. Hein, donc je me sens très à l'aise pour leur dire. Et je leur dis souvent, mais qu'est-ce qu'on fait des gens qui ne sont pas Bac+5 comme vous et qui veulent rester dans leur région, dans leur territoire, avoir un projet de vie et avoir envie de rester dans leur région. Et donc, c'est dans la production qu'on peut trouver ça. Parce que la production, ce qui est formidable dans la production, c'est qu'on voit ce qu'on fait. Quoi. Je veux dire, à la fin, on est plusieurs à avoir participé à la conception d'un produit. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, j'encourage beaucoup les startups. Et alors, j'aime beaucoup ce terme de start-up industrielle. Hein. Les mots ont de l'importance, hein, parce que c'est comme ça qu'on raconte un récit et qu'on arrive à embarquer tout le monde avant. Les startups, on les opposait à la production. C'était les startups d'un côté, la production de l'autre. Hein. Et aujourd'hui, on arrive enfin à comprendre que tout le monde doit être ensemble pour justement faire en sorte que ça fonctionne. Et c'est pour ça que j'aime bien les groupes aujourd'hui qui intègrent les bureaux d'études, la production. Moi, quand je remets des certifications et que je vois, lors des remises de certification, il y a souvent des petits cocktails. Et je trouve ça génial de voir à la fois les gens du bureau d'études, les ingénieurs, les ouvriers spécialisés, qu'on remet en avant et enfin, moi, quand je remets une certification, je suis très fier de dire toujours que c'est grâce à ces personnes que... Et cet endroit où les gens se reparlent, où les gens se parlent, où se parlaient avant, je veux dire, dans les 30 Glorieuses, ça fonctionnait parce qu'il y avait du dialogue. Aujourd'hui, c'est par strate, donc vous êtes dans un niveau où vous ne vous parlez pas. Donc. Et ça, je pense que c'est super important. Et cette dimension de choix sociétal dont je parle régulièrement sur la réindustrialisation, elle est fondamentale. Parce que produire, c'est un choix de société. Et ça, c'est pas moi qui le dis, hein, encore une fois. C'est Louis Gallois qui parle de cause nationale et je pense que c'est tout à fait vrai. Ouais. Lorsqu'on nous parle de filières stratégiques, non, toutes les filières sont stratégiques. Je vais vous donner un exemple. Sur le textile, lorsqu'on nous a demandé de fabriquer des masques en tissu parce qu'on n'avait pas de masques chirurgicaux, la filière textile elle est devenue stratégique. Hein. Alors qu'au départ, c'était pas évident qu'on soit une filière stratégique. On l'est devenu parce qu'on a été capable de produire en grosse quantité pour pallier à notre manque de masques chirurgicaux. Donc tout ça, c'est important et c'est pour ça que, encore une fois, ce projet, il doit être porté par tout le monde. Et cette dimension de souveraineté, elle est importante parce que c'est l'indépendance, la souveraineté. C'est la capacité qu'on a aussi à faire des choix et à pouvoir... c'est exactement comme la traçabilité avec Origine France Garantie. Moi, je ne dis pas qu'il faut que tout soit certifié Origine France Garantie, qu'on n'ait que des produits
français. Moi, ce que je veux, c'est que les gens puissent faire leur choix. Et quand on n'a pas de souveraineté, on n'a plus de choix. On est dépendant de l'extérieur. Obligatoirement, on nous a toujours vendu une mondialisation heureuse. Alors ça marche bien quand il n'y a pas de guerre. Mais sauf que quand il y a une guerre, on s'aperçoit que c'est beaucoup plus compliqué quand même. Et que quel que soit le produit, quel que soit le prix, c'est difficile de pouvoir s'approvisionner. Alors j'ai une question qui vient tout droit d'un spectateur de l'émission, qui est sur la newsletter du Roller Coaster, qui justement posait une question, donc c'est Elodie, sur justement le sens de la souveraineté dans l'industrialisation française. Quelle est ta position, toi, par rapport à la souveraineté en France ? Alors déjà, je suis content d'une chose, c'est que déjà, c'est plus un gros mot, la souveraineté. Non mais c'est vrai, parce que moi j'ai fait partie de ceux à qui, il y a quelques années, on disait ouais, la souveraineté, le Made in France, produire en France. Alors, au mieux j'étais un ringard, ça c'était un peu, même mes filles me traitaient de ringard à l'époque, de genre ouais, le Made in France, c'est ringard quoi. Alors au pire j'étais un nationaliste invétéré. Donc ça c'était voilà. C'est-à-dire qu'on avait laissé le drapeau à terre, on l'avait laissé à ceux qui ont bien voulu le ramasser. Et donc ça, moi je pense que c'est un renoncement. Et donc la souveraineté, c'est ne pas renoncer. Et ça, je pense que c'est vraiment essentiel. C'est-à-dire que la souveraineté, ça permet de se dire, bah non, ça va pas être simple certainement, mais rien n'est perdu. Quand on retrouve de la souveraineté, on retrouve de l'indépendance. Et la souveraineté, c'est la liberté. C'est ça le vrai sujet. En fait, étonnamment, parce que dès qu'on parle de souveraineté ou de patriotisme, tout de suite, il y a une notion un peu, on se replie sur soi. Et pas du tout, en fait, c'est la liberté de choix, la souveraineté. C'est ça qui me semble vraiment important et ce qu'il faut que tout le monde comprenne. Plus on sera souverain, et plus on aura notre liberté de choix et on ne sera pas dépendant des autres. Et ça me semble essentiel. Merci pour cette réponse. Merci Elodie. On reprend, donc là on est en haut de la montagne russe. Ouais. Donc tu es à la tête de Smuggler. Ouais. Et là 2013-2014, je fais une deuxième levée de fonds avec des investisseurs que je fais rentrer pour développer, pour nous aider à la croissance, parce qu'en fait, pour être tout à fait sincère, l'usine de Limoges fonctionnait à 50% avec Smuggler et 50% avec des autres clients. On faisait de la marque blanche, mais on les perdait de plus en plus parce qu'eux aussi allaient chercher de la marge et délocalisaient, ou pour des raisons diverses. Et donc je m'étais dit, il faut qu'on monte en puissance avec Smuggler pour conforter nos emplois et l'outil de production. Et donc pour ça, il faut de l'argent. Donc du coup, on fait. Alors il y avait cette dimension-là. Il y avait aussi la dimension que nos investisseurs historiques à l'époque, qui étaient là depuis un petit moment, se disaient bon, c'est bien gentil votre truc, mais il y a un moment, il faut que nous aussi on sorte et puis qu'on réalise un peu ce qu'on faisait. Donc ce qu'on a fait, donc on a cherché assez longuement des investisseurs, parce que là c'était pareil, c'était pas simple. Et l'erreur, je pense, que j'ai faite à l'époque. Il y avait plusieurs options, mais je pense que l'option que j'ai choisie, à savoir de faire entrer un fonds de défiscalisation, qui était peut-être le plus simple possible, mais en tout cas pas le plus efficace, parce qu'en tout cas qui apporte pas cette expertise dont j'avais besoin moi. Par rapport, justement, on a parlé de mes manques initiaux et justement, je pense que j'avais besoin d'être mieux entouré que ça en termes de gestion, de stratégie. Et du coup, j'ai fait rentrer des investisseurs qui, eux, une fois qu'ils avaient investi, parce que c'était un fonds de défisc, n'ont pas vraiment donné l'expertise dont j'avais besoin. Hein. Donc, clairement, ça a été une erreur fondamentale. Ça, c'est un vrai sujet pour les entrepreneurs, justement, et je pense qu'il faut insister sur ça. C'est que, effectivement, quand on a besoin d'argent pour lever des fonds, c'est pas que les fonds, c'est aussi l'accompagnement des fonds. Et ça peut être vite un piège d'aller chercher que l'argent. C'est essentiel. C'est pas que l'argent, en fait. D'ailleurs, j'en profite de ce petit aparté, c'est que nous, avec FFI, on va lancer un fonds d'investissement qui va s'appeler FFI Croissance. Et il y aura surtout cet accompagnement qui va être lié à l'investissement du fonds FFI Croissance, où justement les sociétés seront accompagnées par notre structure d'accélération qu'on a mis en place aujourd'hui avec la FFI, qui donc, d'une part, rassure bien sûr les entrepreneurs, mais aussi rassure les investisseurs. Donc tout le monde a son, je pense, tout le monde a intérêt à fonctionner comme ça. Donc là, oui, effectivement, donc là, 2013-2014, je fais rentrer des fonds d'investissement, j'ouvre des boutiques un peu rapidement, sans avoir vraiment bien
sans avoir vraiment bien identifié en fait la force et la faiblesse de Smuggler. Smuggler, c'est une marque très forte mais ultra parisienne, qui encore aujourd'hui, il n'y a pas une réunion ou dans la finance à Paris, où j'étais hier à Bercy, où il n'y a pas des gens qui me disent j'adorais Smuggler. Enfin, ça existe encore, hein, mais c'est plus fabriqué en France. Mais où dire j'adorais, il y avait quelque chose. Quand je suis sorti de Janson de Sailly, mon premier costume c'était chez Smuggler. Enfin, mais c'était une marque en fait ultra parisienne, qui fonctionnait très bien à Paris. Et on avait 9 boutiques à Paris. Et en fait, et j'avais beaucoup de clients de province. Mais en fait, ces clients de province venaient à Paris et s'habillaient à Paris. Mais en fait, je me suis dit, on va ouvrir en province des boutiques, parce que c'est la logique, pourquoi pas. Mais en fait, je suis arrivé un peu en terrain conquis, je pense, dans des villes où c'est compliqué de s'implanter, genre Lyon, Bordeaux. C'est des villes où on ne s'implante pas facilement lorsqu'on n'est pas là depuis très longtemps. Et du coup, là, les investissements avaient été lourds parce que les boutiques étaient belles, on avait fait des beaux travaux. Et ça, plus l'étranger, où ça a été aussi une erreur stratégique, parce que, alors là, pour le coup, Bruxelles, ça a été une catastrophe aussi, parce que je pensais qu'il y avait un marché, mais en fait, il n'y avait pas de marché à Bruxelles. Ah oui, c'est sur le terrain que tu t'en es rendu compte. On s'en est rendu compte vraiment sur le terrain. Le Luxembourg, moins, ça a été quand même... là, c'était une erreur de recrutement. Mais voilà, en fait, donc, ces boutiques qu'on a ouvertes liées à la levée de fonds n'ont pas fonctionné. Et à côté de ça, moi, j'ai beaucoup produit pour maintenir l'outil et l'usine, et on a perdu des clients. Et donc, du coup, on s'est retrouvé avec beaucoup de stock, parce qu'on voulait toujours soutenir l'outil, ne pas dégraisser, garder nos savoir-faire. Et puis aussi, je pense que il y a eu un moment où on n'était pas en phase aussi avec mon associé qui dirigeait l'usine sur la stratégie. C'est-à-dire que, en fait, moi, je pensais qu'on devait dire que Smuggler avait son propre outil de production et qu'en fait, c'était la production qui distribuait. Et lui, je voulais garder en fait une certaine indépendance pour les autres donneurs d'ordre. Donc, il y a eu un vrai problème aussi, je dirais, d'associés, hein, ce qui peut arriver. Hein. Ça arrive d'ailleurs assez régulièrement. Je pense que c'est un des problèmes majeurs de... Ouais. Donc on n'était pas aligné sur la stratégie, donc on a été obligé de faire appel à des conciliateurs pour justement essayer de trouver la bonne stratégie. Donc on s'est retrouvé avec beaucoup de stock, on s'est retrouvé avec obligé de faire beaucoup de discounts, et puis financièrement on a eu des difficultés, hein, et donc on a été obligé de se mettre en redressement judiciaire dans un premier temps, avec une idée de faire rentrer pendant cette période des gens qui devaient peut-être nous aider à restructurer. Donc on a également cherché, et on avait pas mal de touches avec des choses qui devaient se faire, qui se sont pas faites pour diverses raisons. Et puis, du coup, la personne qui devait rentrer dans le capital n'est pas rentrée dans le capital. Mais par contre, elle est rentrée après, une fois que la liquidation a été prononcée. Donc, liquidation, donc effectivement, de Smuggler, et puis reprise par un investisseur qui a été obligé de reprendre l'outil de production quand même, puisque lui voulait reprendre que la marque et les magasins et pas l'usine. Mais finalement, il a repris l'usine parce que le tribunal de commerce lui a dit que l'usine dépendait de Smuggler et que lui avait une usine au Portugal. Donc en fait, la trouille qu'ils avaient, c'était qu'effectivement, ils délocalisent. Donc du coup, ils l'ont obligé à reprendre l'usine. Sauf que ça n'a pas fonctionné, et qu'au bout de 2 ans, il a fermé l'usine, et que l'usine donc a disparu, et ça a été un traumatisme terrible, parce que c'est savoir-faire qui étaient les derniers en France. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'on était la dernière unité de production à façon à produire des costumes en France, en tout cas des vestes d'hommes. Ce qui était complètement incroyable. Hein. Moi, quand Arnaud Montebourg m'a décoré de l'Ordre national du mérite en 2013, à l'époque où il était ministre de l'économie, et dans son discours, il m'avait dit qu'il me remettait à l'Ordre national du mérite parce que j'étais le dernier à faire du costume en France avec Smuggler. Et à l'époque, je lui avais dit j'aurais préféré jamais être décoré, parce que si c'est... je suis très content, je suis très fier, hein, moi qui n'ai jamais eu de diplôme. C'est ce que j'ai raconté dans mon discours. Mais en tout cas, j'aurais préféré ne jamais avoir cette distinction, parce que j'aurais préféré qu'on soit beaucoup à faire ça. Mais on était effectivement, nous, les derniers à l'époque. Et c'est vrai que Smuggler et France Confection représentaient quelque chose d'important. Et à ce moment-là, comment justement tu perçois, il y a une notion d'injustice, de voir l'industrie comme ça partir... Non, mais moi, ça a été... D'ailleurs, je m'en suis pas encore remis aujourd'hui. Hein.
si je suis parfaitement honnête. Ça a été d'une part une injustice, et puis d'une part, je m'en suis beaucoup voulu parce que je pense que j'ai pas pris les bonnes décisions, je me suis pas entouré comme j'aurais dû m'entourer. Enfin, j'ai une part de responsabilité qui est quand même importante, hein, il faut pas la nier. Et puis, c'est vrai que j'ai toujours été un militant de la production française et déjà à l'époque je comprenais pas pourquoi on soutenait pas cet outil de production par la commande publique par exemple. La commande publique est un de mes chevaux de bataille depuis très longtemps. Aujourd'hui on a 200 milliards de commandes publiques, on en récupère 20 à 30% moins. J'espère que là, il va y avoir des mesures qui vont changer. Mais en tout cas, c'était un vrai sujet. On aurait pu soutenir cet outil, par exemple, en fabriquant les uniformes de la SNCF, la RATP, ce qu'on faisait déjà à l'époque, par exemple. Ça aurait été quand même énorme. Et ça donne des leviers, des volumes sur le temps long et une vision, quoi. Donc, c'est super important. Donc terrible. Et alors, à l'époque, moi, j'avais été déjà premier certifié au Régie de France Garantie dans le textile à l'époque. On était dans les 20 premiers certifiés, mais le premier dans le textile. Et donc j'avais tout de suite, parce que tu vois cette vision, moi, du fait que le consommateur avait besoin de traçabilité, quand Yves Gégaud, donc le fondateur d'Origine France Garantie, a lancé cette certification, je me suis dit, mais voilà, un formidable moyen de mettre en avant Smuggler, et d'ailleurs l'ADN de la marque, et c'est pour ça que je pense qu'après ça n'a pas fonctionné, parce que l'ADN est très lié je dirais même à Limoges, à la production à Limoges, parce que moi j'ai toujours communiqué là-dessus, et sur ce savoir-faire. Et donc quand j'ai eu cette opportunité de pouvoir certifier tout de suite, j'ai certifié Origine France Garantie, et ça a été un formidable moyen de mettre en avant les ouvrières, les mécaniciennes. Et ça, c'est important. Il faut savoir que la certification, ça donne aussi beaucoup de fierté en interne. La fierté, ça a de l'importance. Montrer que produire, c'est une fierté, c'est super important. Et donc, nous, on a beaucoup travaillé sur ce périmètre de la fierté. Donc, à l'époque, j'étais dans les premiers certifiés. Après, je suis rentré au conseil d'administration. Et puis je suis devenu vice-président. Et puis après, mon engagement autour de l'écosystème, je suis très proche du salon du Made in France, de Fabienne Delahaye. J'ai fait partie des 80 premiers exposants avec Smuggler en 2012. Et aujourd'hui, on est plus de 1000 exposants sur le MIF Expo. Hein. C'est quand même extraordinaire ce qu'elle a fait, Fabienne Delahaye. Et donc j'ai toujours été lié à ça. Donc je dirais naturellement, on m'a proposé de prendre cette présidence d'Origine France Garantie. Yves Gégaud m'a proposé de la prendre et je l'ai accepté avec grand plaisir, avec une grande fierté. Et puis parallèlement à ça, j'avais déjà commencé à monter un écosystème qui s'appelait les Forces Françaises de l'Industrie, parce que on parle du collectif et du rassemblement. J'ai eu l'idée des Forces Françaises de l'Industrie très simplement, hein, puisque en fait les Forces Françaises de l'Intérieur, nos glorieux aînés, hein, pas du tout en comparaison, mais eux ont rassemblé pour la libération de la France, qui était l'enjeu, c'était la libération de la France. Et donc aujourd'hui, l'enjeu des Forces Françaises de l'Industrie, c'est le rassemblement pour régénérer les territoires, pour la réindustrialisation dans les territoires. Donc il faut qu'on soit tous ensemble pour porter cette formidable... pour moi, c'est presque mystique, parce que je pense qu'on n'y croyait plus. Donc aujourd'hui, moi, je fais partie de ceux qui y croient beaucoup et que je suis intimement persuadé qu'on va y arriver. Vous portez l'espoir, tous ensemble, de la réindustrialisation. Il y en a besoin. Tout à fait. Merci infiniment d'être venu dans le roller coaster. Merci à toi, c'était super sympa, j'ai adoré. Merci. C'était chouette. Je t'invite à signer ton ticket de passage. Eh bien, avec grand plaisir. Et je vous remercie à tous d'avoir écouté cet épisode. Vous pouvez commenter, vous pouvez aussi poser vos questions dans la newsletter pour le prochain. Et à bientôt. Merci.